Base de données plante dès qu'il y a du trafic. Celle de Netflix encaisse 8 millions d'événements par seconde. Pourquoi eux et pas toi? Kafka n'est pas une simple file d'attente, c'est un monstre en architecture. Maîtrise-le et tu deviendras celui dont Netflix, Uber et Spotify voudront dans leurs équipes. Et je sais exactement de quoi je parle. Je suis JB, la data c'est mon quotidien depuis des années. J'ai déployé plusieurs projets en production avec Kafka, j'ai débugué des clusters à 3h du matin et l'année dernière, cette architecture m'a permis effectivement de sauver un projet de plusieurs milliers d'euros chez un de mes clients. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment Kafka fonctionne. Dans cette vidéo, on va parler du cluster qui est le cœur qui fait tout tourner. Ensuite, on va parler des partitions qui est le secret de la vitesse. On va aussi parler des réplications avec zéro perte de données. On va parler du failover quand un serveur tombe en panne, comment se comporter. Et bien sûr, le choix du producteur. On doit choisir entre la vitesse ou la sécurité. Et à la fin, je vais te révéler le vrai secret qui se trouve derrière tout ça. Mais avant de se plonger dans les concepts, il faut comprendre le problème que Kafka résout réellement. Le vrai problème, ce ne sont pas les données, c'est tout ce qui se trouve entre l'émetteur et le récepteur. C'est un peu comme gérer une autoroute géante. Des milliers de voitures, pas de feu rouge et pourtant zéro accident. Comment est-ce que c'est possible? Réfléchis 2 secondes, si tu avais 1 million de voitures à gérer, comment est-ce que tu ferais? Alors, la réponse tient en 3 mots. C'est diviser, répliquer et orchestrer. C'est exactement ce que fait Kafka. Du coup, on sait que Kafka, ce n'est pas une simple file d'attente, c'est un système bien organisé qui est capable de raisonner comme un système nerveux digital. Et c'est exactement ce que l'on va voir maintenant. Qu'est-ce qui fait tourner réellement Kafka? Concrètement, le cluster, c'est un groupe de serveurs qui travaillent main dans la main. Et le plus fou, même si l'un d'eux tombe en panne, le système continue à bien fonctionner. Pour mieux comprendre cela, imagine un réseau postal d'une ville immense. Chaque bureau a son rôle, sa zone, mais ils collaborent tous entre eux, ce qui permet d'avoir aucune lettre égarée. C'est exactement le même principe dans Kafka. La clé, c'est la division du travail. On a les brokers qui sont des ouvriers. Eux, ils trient, ils stockent et ils livrent. Les contrôleurs, eux, ce sont des managers stratégiques. Ils supervisent et décident. Mais attention, ça ne suffit pas. Pour que tout fonctionne, il faut qu'il y ait une synchronisation parfaite. Et cela se passe bien évidemment avec une élection. Ce chef centralise chaque décision dans un journal de bord infalsifiable. Et ce qui se passe, c'est que tous les serveurs le lisent en permanence. Du coup, tout le monde a la même vision du réseau en temps réel. Tu te poses sûrement la question de savoir, mais et si le chef tombe en panne et arrête de fonctionner, qu'est-ce qui se passe? Alors, un nouveau prend sa place. C'est ceci qui est considéré le socle de Kafka. Maintenant, on a des serveurs qui collaborent bien entre eux. Mais comment est-ce qu'ils vont faire pour aller vite? C'est à ce niveau qu'on entre vraiment dans le vrai secret de Kafka. Lorsqu'on parle de partition, en réalité on parle du parallélisme. Sans lui, ton système va s'effondrer au moindre pic du trafic. Pour comprendre cela, imagine qu'on te demande de vider l'océan avec un seul seau. C'est impossible, non? Mais maintenant, imagine des milliers de seaux qui travaillent tous ensemble. C'est exactement ce que fait Kafka. Voici concrètement comment ça marche. Un flux de données est égal à un topic. Tu peux voir cela comme tout le courrier destiné à une seule boîte. Ce topic à son tour sera divisé en plusieurs bacs, qui sont les partitions. Et du coup, chaque bac peut être géré par un seul employé ou un employé différent en même temps. Tu vois un peu le principe. En fait, plus tu as de partitions, plus tu peux paralléliser. Cela veut dire que concrètement, si c'est que tu doubles tes partitions, en fait tu doubles déjà ta vitesse, ce qui rend les choses vraiment simples, efficaces et puissantes. Et côté réception, c'est tout aussi malin. Les consommateurs, eux, s'organisent en équipe, ce sont des groupes de consommateurs. Kafka s'assure que chaque partition est assignée à une seule personne. Le travail est donc parfaitement réparti et on est sûr que personne ne marche sur les pieds de l'autre, donc l'efficacité est vraiment maximale. C'est effectivement grâce à ça que ton application bancaire traite tes transactions en une fraction de seconde. Dis-moi par commentaire, quelle technique penses-tu que les banques ou les applications actuelles comme Netflix utilisent pour envoyer des notifications? On a vu comment Kafka fait pour aller très vite. Mais la vitesse seule ne suffit pas. Être rapide, c'est bien, mais si tu perds tes données en chemin, c'est
inacceptable. C'est là qu'intervient notre deuxième pilier qui est la réplication. Le principe est très simple. Pour chaque lettre importante, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une photocopie. L'original reste dans un bureau et les copies partent dans d'autres bureaux ou alors d'autres quartiers si on veut prendre l'exemple d'une ville. Imaginons par exemple que l'un des bureaux se brûle. Rien n'est perdu. Dans Kafka, chaque partition a un leader. C'est celui qui a la copie principale et il gère tout. Et des followers qui sont des clones de sauvegarde. Et là, il y a une subtilité très importante. En fait, un même serveur peut être leader pour une partition, mais aussi follower pour une autre. Pourquoi faire ça? En réalité, pour équilibrer les charges sur tout le cluster, chaque serveur travaille, aucun ne reste inactif. Et en même temps, la sécurité reste toujours maximale. Donc, à ce niveau, on a la vitesse et la sécurité. Alors, on y est presque, mais il reste le scénario que tout le monde redoute. Celui où le leader lui-même tombe en panne. Est-ce que tu devines ce qui se passe ensuite? Si tu comprends déjà la puissance de cette architecture, je t'invite à laisser un like sur cette vidéo. Cela m'aide beaucoup pour mettre cette vidéo en avant. Alors, voyons voir le failover, ce qui se passe vraiment quand tout bascule. Faisons un récapitulatif. On a la vitesse grâce aux partitions et on a la sécurité grâce aux réplications. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il vraiment lorsqu'un serveur tombe en panne? C'est là qu'intervient le failover, le basculement automatique. Lorsqu'une situation pareille est détectée, le contrôleur détecte la panne en millisecondes. Il y a effectivement à ce niveau une promotion. Il trouve un follower synchronisé pour le promouvoir au rôle de leader. Il y a une notification qui est envoyée à tout le monde pour mettre à jour en fait le nouvel élu du quartier. Et ensuite le flux peut reprendre comme si rien ne s'était passé. En gros, c'est qu'il y a une détection, une promotion, une notification et une continuité. Donc notre processus reste toujours optimal. C'est vraiment un système de haute disponibilité parce qu'il encaisse un choc terrible, mais tout le monde se comporte comme si rien ne s'était passé. Il y a vraiment zéro interruption. On a vu que Kafka stocke, réplique et récupère les données, mais il reste une dernière pièce du puzzle. Comment les données entrent-elles dans le système? Disons qu'à ce niveau, c'est effectivement toi qui décides. Tu as le choix entre la vitesse, la sécurité et ce choix peut vraiment tout changer. Voyons voir ces différents modes. On a le mode synchrone qui nous donne une vitesse plus lente mais qui garantit un peu la sécurité. Mais le mode asynchrone, lui, nous donne une vitesse plus rapide, mais la sécurité reste un peu faible. Il y a aussi le dernier mode qui est asynchrone avec un callback qui est rapide avec une sécurité haute. Dit autrement, synchrone veut dire que je veux être certain que ma commande est vraiment passée. On attend donc la confirmation. Asynchrone, lui, c'est ti et j'oublie. Donc, c'est ultra rapide, mais il y a un risque de perte de données en route. C'est parfait, le non critique. Donc, si on veut, on n'a pas besoin de s'assurer que toutes les données arrivent à destination. On peut bien se concentrer sur le mode asynchrone. Callback, c'est le juste milieu entre la vitesse et la garantie. Mais le code est vraiment plus compliqué à gérer. Dis-moi en commentaire si tu as un projet et quel mode tu aimerais utiliser effectivement, soit le mode asynchrone, synchrone ou alors avec le callback. Est-ce que tu te souviens de la question du début? Pourquoi Netflix encaisse 8 millions d'événements et pas toi? Maintenant tu as la réponse. Le secret, ce n'est juste pas la vitesse ni la sécurité. Disons que c'est le juste milieu entre la vitesse et la sécurité. Si tu veux aller plus loin et maîtriser Kafka en production, j'ai créé une formation complète sur Data Science Relearning, le lien en description. Sinon, like et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. La prochaine fois qu'une notification apparaît sur ton téléphone, pense à Kafka. Clique ici sur la vidéo qui s'affiche, on continue ensemble.